quand on ouvre un espace de parole en Martinique, cet espace de parole s'ouvre avec, comment dire, l'esprit d'un temps de rencontre et de partage, puisque le conte n'est pas exclusivement sous forme de spectacle. Alors, Akainu nous a dit, le conteur sort de quelque part, il sort de son jardin pour arriver dans l'espace pour le conte, puisque le conte se faisait exclusivement à la veillée mortuaire. Donc, dans la cour, et c'est aussi pour cette raison qu'on dit est-ce que la cour dort, et à l'intérieur, il y avait la prière et les chants. Il dit d'où il vient. Moi mâché, pendant mon cas mâché, mon cas fait tipachi mâché, chimeka ouvre devant moi, mon cas continue mâché, et à force mon mâché, mon schéma. C'est une forme de préparation à la gymnastique que fera notre esprit, notre façon de recevoir les mots, les mouvements, l'énergie de celui qui a la parole. Parce qu'on a on est maître de la parole quand on a la parole. Quand on n'a plus la parole, on fait partie de la société, on fait partie de la cour. Et on ne nous donne pas la parole, on prend la parole. Le conteur se présente. Aujourd'hui, dans notre oralité, la présentation se fait sous forme humoristique. C'est comme les formes de badiolets. Vous savez ce que c'est, badiolets? Ce sont de courtes histoires avec des rimes. Bien avant que l'on parle de slam, les conteurs de chez nous en tout cas, les vieux conteurs, slamaient déjà, s'il faut parler d'un mot d'aujourd'hui, mais faisaient déjà cette forme de poésie qu'il y a dans l'oralité. Et c'était souvent pour se présenter. Parce que quand on remonte le temps, quand un conteur prenait la parole, il déclinait son identité d'abord. Si on remonte plus longtemps avant, on arrivera à la période post-esclavagiste, lorsqu'il se retrouvait en bas à la ligne claire pour parler, pour s'organiser, pour fuir ou autre chose, ils déclinaient leur identité dans leur langue maternelle. Et nous, les vieux conteurs, ont gardé dans notre oralité cette présentation sous forme de jeu avec les mots, de sonorité. Par exemple, j'ai un conteur qui disait « c'est moi qui sont son charbonnier capoté 7000 et nanana ». Il y en a d'autres qui vont dire, pour parler du Badiolet, c'est qui sont son maçon et ouvrier fait commission, qui a mis cette édition et qui arrive à la commission. Il y a toujours une rythmique, un mot. Et puis, comme Marie-Georges peut-être connaît, sur Pierrette, comme Apolline le fait, et comme d'autres le font. Le conteur s'est présenté, il a dit qui il est, mais il va préparer l'esprit de tout un chacun à entrer dans l'espace imaginaire, donc à être prêt à recevoir les histoires. N'oubliez pas, notre thématique, c'est l'importance de raconter aux enfants et de comment le spectacle et le conte nourrit l'enfant dans son espace éducatif. Donc vous ferez les liens vous-même. Oui, mais c'est fait pour ça. Oui, on entre dans la réflexion. Hein? Vous êtes actif. Donc, ça commence par les jeux de mots, les devinettes sous forme d'images, de métaphores, qu'on appelle ici tim-tim ou titim. À tim-tim, on répond tim-tim. Tim-tim. Vous aurez remarqué que je ne vous ai pas demandé de changer la tonalité, vous m'avez écouté, vous avez répondu. C'est quelque chose qui fait partie de l'intelligence collective, quelque chose qui ne se dit pas, qui se ressent. Et les enfants métropolitains qui naissent en Martinique ou qui vivent avec des enfants martiniquais, je vais dans une classe où il y a des enfants métropolitains, des enfants martiniquais, quand je vais le dire une fois, deux fois, les enfants français le savent automatiquement que ça change. Parce que quand on habite une terre, on est imprégné et la terre nous habite aussi. Et de ce fait, on n'a pas besoin de leur expliquer cela, ils le sentent et ils le font. D'où l'importance d'être ancré dans sa culture. Tim Tim. Tim Tim. Tim Tim. Tout petit, il faut danser la calenda. Fourmi rouge. Tim Tim. Glo du bout. Con. Tim Tim. Glo montémol. Coco. Donc, vous voyez, on établit un lien, on établit une relation, on crée une relation avant d'entrer dans l'espace du conte, avant d'entrer dans l'espace de l'échange et de l'apprentissage, quand on revient dans notre thématique, dans notre sujet. Et le conteur a besoin d'être relié à ceux qui ont parlé avant lui,
a besoin d'être relié aux gens qui sont présents, a besoin d'être relié dans son univers, dans son contexte réel, actuel. Alors il va demander la parole. Yekwi. Yemisikwi. Kwi. Est-ce que la cour dort? Non, la cour ne dort pas. Mesdames, messieurs, si la cour pas qu'à dormir, écoutez pour tendre et... La convention étant signée entre nous, nous avons la possibilité d'ouvrir l'espace du conte, la soirée conte. Alors, je dis bel bonsoir. Bel bonsoir. Vous savez que dans l'oralité, nous pas dit bonsoir comme ça. On dit le bonsoir en chantant. Messieurs, dames, bonsoir. Bel bonsoir. Messieurs, dames, bonsoir. Bel bonsoir. En disant bonsoir. Bel bonsoir. En bel bonsoir. Bel bonsoir. Yekwi. Yekwa. Bienvenue à la dame qui est arrivée, Yaïssa Arnaud, enchantée. Tu n'as pas pu être discrète? Voilà. Elle interviendra tout à l'heure pour nous parler du réseau et de son action au niveau de la ville du Saint-Esprit, qui a reçu il n'y a pas très longtemps la conteuse Julia Alimasi. Est-ce que j'ai bien prononcé? C'est une manière de prononcer. Quelle politesse! Quelle politesse! Oui. C'est pas mal. Ok. Et de ce fait, ce soir, nous allons ouvrir une page. On n'aura pas le temps de feuilleter jusqu'à la fin toutes les pages, mais nous allons ouvrir la première page. Nous allons tenter d'écrire quelques mots sur l'importance du spectacle pour les enfants et de l'importance de conter et de raconter aux enfants. Je dis bien conter et raconter. Parce que, en tout cas en Martinique, nous faisons une différence entre conter et raconter. Il y a plusieurs façons de conter, plusieurs façons de raconter. Il y a plusieurs types de contes et nous allons faire un voyage dedans. Et les conteurs ici présents, que vous verrez tout à l'heure au fur et à mesure, et vous également, vous aurez la possibilité d'enrichir le débat avec soit des questions pour avoir plus d'informations, soit avec un propos, soit avec un partage ou une expérience simplement. Nous devons finir à 20h et de ce fait, nous allons faire en sorte de ne pas nous étaler sur un seul sujet à la fois. Et c'est aussi pour cette raison qu'il y a plusieurs personnes qui interviennent. Ça me donne le temps de regarder le temps. Par ailleurs, il est temps de commencer et nous allons vous dire qu'en ce moment, il y a le Festival international Graines de Parole pour les 2-5 ans. Nous faisons un petit peu en dessous de 2 ans, on fait un peu au-dessus de 5 ans, parce qu'on ne peut pas les laisser sans cette activité. Et la direction artistique est assurée par moi-même, Valérie Gouy, et la programmation est assurée par Lucille Pajot. L'association Martinique Image est heureuse de vous accueillir, et c'est Lucille Pajot qui va ouvrir le débat avec son premier propos. Bonsoir à tous. Je suis Lucille Pajot, je ne suis pas conteuse, je suis marionnettiste, voilà, et exclusivement marionnettiste, puisqu'effectivement, comme l'a dit Valère, conter respecte certaines formes. Moi, je suis marionnettiste. Et j'ai une affection toute particulière pour les spectacles auprès de la toute petite enfance, donc auprès des enfants dès 3 mois. Donc je peux jouer dans les crèches, les maternelles, les écoles, et puis pour les plus grands. Et dans ce festival Graines de Parole, il y a une intention de tous les artistes qui sont programmés, qui ont été choisis, et je pense qu'ils ont tous ceux que je vais vous lire, j'en suis certaine même. Donc je vais commencer par une citation que certains connaissent, donc vous allez reconnaître, et je poursuis ensuite. On ne quitte pas l'enfance, on la serre au fond de soi. On ne s'en détache pas, on la refoule. Ce n'est pas un processus d'amélioration qui achemine vers l'adulte, mais la lente sédimentation d'une croûte autour d'un état sensible qui posera pour toujours le principe de ce que l'on est. Une enfance créole de Patrick Chamoiseau. Donc on ne quitte pas l'enfance. Je voulais appuyer sur le fait qu'il n'y a pas quelque chose d'ascendant ou de descendant avec l'enfance. Donc c'est pour ma part, quand le jeune enfant écoute les contes, le spectacle, les histoires, il perçoit l'enfant intérieur
du conteur, de l'artiste, de l'adulte qui raconte, même si c'est un parent à côté de lui. Il perçoit son enfant intérieur. Le partage d'émotions, le sourire, le plaisir, ça le rassure. Et pourquoi ça rassure cet enfant? Parce que ça signifie que ce qu'il est aujourd'hui en tant qu'enfant ne mourra pas, ne disparaîtra pas, puisqu'il le voit encore dans le cœur de celui qui raconte. Pour moi, petit enfant, il y a une place dans le monde des grands. Et nous, adultes qui racontent, nous leur donnons un exemple d'avenir heureux où l'imaginaire et le jeu ont encore une place. Car bien au-delà du contenu de l'histoire, de ce que l'on va dire, du thème, des personnages, les enfants apprennent par l'exemple et le mimétisme. Alors, éduquer à la culture, c'est apaiser cette angoisse existentielle. Et si l'enfant est rassuré, alors se dessine pour lui le chemin vers l'adulte épanoui. Voilà. Et je pense que les artistes ont ça en eux et permettent à l'enfant d'être rassuré et de s'épanouir plus tard. C'est tout. Merci Lucille. Quelques mots sur ton expérience, sur ce que tu as vécu qui t'a peut-être amené à rester dans le cadre du spectacle pour les enfants. Qu'est-ce qui te fait continuer? Qu'est-ce qui te plaît, qui te motive, qui te permet de continuer? Alors déjà, la toute petite enfance, moi j'ai un exemple qui me remplit le cœur. C'est que j'ai une petite fille qui vient à tous mes spectacles, même si c'est le même spectacle qu'elle a déjà vu, elle revient, elle dit à ses parents, l'oiseau plume est là, je reviens. Et elle l'a vu au moins 5 fois. Et je me dis que forcément, ça doit lui faire quelque chose de merveilleux. Ses parents me disent, elle était endormie, on lui a dit, on va voir l'oiseau plume, pfiou, elle s'est réveillée. Et en fait, c'est que l'enfant, lui, que ce soit la répétition, il peut réécouter, encore écouter le même conte. Enfin voilà, il prend quelque chose et on voit dans ses yeux que ça lui fait du bien. Et en fait, c'est un peu égoïste. Moi, je fais ça parce que je vois que ce qu'ils reçoivent, ça me fait du bien aussi. Voilà, en fait, des fois, j'ai tendance à dire je joue pour moi parce que ça me fait du bien de leur donner, de les voir comme ça, les yeux écarquillés. C'est vraiment, je pense que ça me nourrit et sans les enfants, ça serait vraiment pas drôle. C'est pas possible. Peut-être pas drôle du tout, Non. si on est tout seul à parler pour soi-même. Oui. Contre adultes. Anne-Gaëlle Goduchot, bien le bonsoir. Bonsoir. Qui nous veut? Ça va? Oui, c'est ça, ça va. Ça va? Ouais. Ça va aller. Ouais. Ça va aller. Tu as préparé quelque chose à Oh là là, partager? de super sérieux du coup. Oui, mais oui. Je peux quand même commencer par dire que je suis très, très émue parce que elle vient de dire l'idée qu'on va raconter à des enfants avec cette part d'enfance à l'intérieur de nous et que c'est très rassurant pour des enfants de voir que les adultes gardent ça vivant. C'est très beau, ça m'a beaucoup émue. Mais quand serons-nous sages? Jamais, jamais, jamais. Vous allez pouvoir répéter ça. Mais quand serons-nous sages? Jamais, jamais, jamais. Mais quand serons-nous sages? Jamais, jamais, jamais. La terre nourrit tout, la terre nourrit tout, les sages, les sages. La terre nourrit tout, la terre nourrit tout, les sages et les sages. Et les fous. Et les fous. Ah, La terre nourrit tout, la terre nourrit tout, les sages, les sages. La terre nourrit tout, la terre nourrit tout, les sages et les fous. Alors bon, tu m'arrêteras parce qu'évidemment je suis conteuse et donc c'est difficile de m'arrêter. Mais voilà, j'ai préparé une chose, je l'ai noté un peu sur le papier. Je me suis dit, waouh, c'est un grand sujet ça. Pourquoi on raconte pour des enfants? Quel est l'enjeu? Quelle est l'importance? Et j'ai essayé de poser sur du papier, enfin du papier informatique, tout ce qui me venait par la tête. Voilà. Donc il y avait, évidemment, la première chose, c'est ce qu'on vient d'expérimenter. Il y a une fonction éducative
et d'abord comme un développement du langage, du vocabulaire, évidemment. J'apprends des choses, j'apprends des mots, et je suis très partisane, moi, de ce que, quand on raconte pour les enfants, on ne leur raconte pas en bébé, mais avec des vrais mots, quitte à doubler. Elle était excédée, fatiguée, crevée. Hein, on peut harasser, voilà, on peut jouer comme ça. Et puis, il y a aussi tout le maniement de la langue comme matière verbale. Et de la même manière que tu disais, c'est très rassurant pour un enfant de voir qu'un adulte garde cette part intense d'enfance. C'est très rassurant aussi pour un enfant de voir que des adultes, y compris eux, peuvent s'amuser avec le langage et se planter. Il était un petit bateau, pingubilo, pinkiribirino, qui s'en allait voguer sur l'eau, gubilo, kilolo, pingubila, panko, pinkiribirino. Vous êtes prêts? Voilà, on joue avec ça. Les enfants, ils adorent, et ils adorent qu'on se plante aussi. Et c'est l'idée qu'on puisse se tromper, que c'est pas grave, c'est super génial. Donc voilà, le développement du langage. Le développement dans cette partie éducative, il y a vraiment le développement cognitif, c'est-à-dire que toute cette chose, ce répertoire pour les petits, disons, avec des contes, mais aussi des comptines, des rimes et tout ça, ça vient structurer la pensée, le temps aussi. Je me suis rendu compte une fois que si tu fais bateau, sur l'eau. On a un temps qu'on divise en deux. Là, on fait bateau sur l'eau. Et tout d'un coup, on dit la rivière, la rive. Et tout d'un coup, c'est comme si, par inhalation presque, sans expliquer évidemment, c'est comme si un tout petit, parce qu'en plus on le fait en le berçant, donc c'est vraiment du corps à corps, c'est comme si on lui disait, ben voilà, une journée c'est une pièce entière, puis c'est aussi le matin et l'après-midi, et puis c'est le matin avant le goûter, et puis le midi, voilà. De la structuration. De la structuration. C'est aussi une manière de se donner rendez-vous. Claude, si je te fais l'abeille, bzz, bzz, pic. C'est ça que tu m'avais dit, on avait répété. Au bout d'un moment, un petit bébé qui sait encore à peine bouger, il vient au rendez-vous. Tu lui fais plusieurs fois, bzz, puis hop, il vient apporter sa main comme ça. Et c'est une manière de rentrer dans une relation humaine et une coopération. Ça, c'est quand même, c'est super émouvant, ça. C'est vraiment... Voilà, les mélodies, les rythmes. Et on s'est aperçu, il y a des recherches en neurologie qui montrent bien que tout ce répertoire vient structurer et vient faire des connexions entre les neurones. Bon, ça marche aussi pour les vieux. C'est vrai? Oui. Mais pour les enfants, voilà. Je te regarde. C'est ça. Je voulais voir si tu suivais. Puisqu'on parle d'apprentissage, il y a évidemment tout l'apprentissage émotionnel, c'est-à-dire qu'avec des contes, avec des histoires, c'est permis de rentrer dans des grandes émotions de joie, de colère, de jalousie, de tristesse, La peur. On apprend. C'est ça. Et c'est important parce qu'on est dans des récits symboliques, c'est pas la réalité, c'est pas des fictions comme à la télé. Et donc, on peut rentrer dans ces émotions en étant tout à fait rassuré du fait que, bon, c'est pas vrai, c'est-à-dire, je sais pas comment on dit ici, mais dans les formules de compteurs près de chez moi, on dit plus je dirais, plus je mentirais, un compteur n'est jamais payé pour dire la vérité. On m'a jamais payé pour dire la vérité. C'est une manière de dire, bon, vous pouvez prendre ça aussi pour des bêtises. Vous pouvez l'attraper aussi pour vous, mais vous êtes libre. Le conte, il dit ça aussi, vous êtes libre. Donc ça, c'est plutôt le rôle éducatif, disons. Et puis, il y a tout l'aspect de transmission. Je l'ai noté, ça, parce que elle est trop belle. C'est une citation de Amadou Hampâté-Bâ, le fameux qui a déclaré un jour à l'UNESCO que un vieillard en Afrique, c'est comme une bibliothèque qui brûle. Mais il a dit ça aussi, c'est au début des contes initiatiques Peul, il dit comptez
conte, es-tu véridique? Ça, c'est une sacrée question. Les enfants posent toujours cette question-là. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas comment vous répondez, vous, mais voilà. Pour les bambins qui s'ébattent au clair de lune, mon conte est une histoire fantastique. Pour les fileuses de coton, pendant les longues nuits de la saison froide, mon récit est un passe-temps délectable. Pour les mentons velus, les talons rugueux, c'est une véritable révélation. Je suis à la fois futile, utile et instructeur. Et voilà, il y a ça aussi, cette transmission de tout ce qui nous a précédés, des histoires, des valeurs, des objets, des savoir-faire, et puis et aussi de tout ce qu'on ne sait pas en fait. D'une certaine manière, les contes, ils viennent transmettre, il y a des mystères dans les contes, et on ne sait pas toujours ce qu'on transmet, mais on transmet des choses qui viennent d'il y a longtemps. D'il y a longtemps. Quelquefois, c'est des pratiques anciennes. L'histoire de la quenouille et du rouet. Voilà, elle rentre, la jeune fille rentre, se pique le doigt à la quenouille. Ben voilà, ça vaut le coup d'aller regarder à quoi ça ressemblait. Il y a dans cette chose de transmission une citation que j'aime beaucoup. Je crois qu'elle est d'un chef amérindien qui disait « Ils ont tenté de nous enterrer, ils ne savaient pas que nous étions des graines. » Et les contes de tradition orale ont survécu à toutes les modernisations, à toutes les oppressions, à toutes les réductions. Ils ont même survécu à Walt Disney, ce qui n'est pas rien. Et donc, oui, ils viennent transmettre une sagesse ancienne. Ils transmettent aussi, il me semble, une écologie, on va parler écologie, une écologie des relations. Ils disent quelque chose comme ça, on n'est pas tout seul sur la Terre. Nous, êtres humains, on a l'impression toujours qu'on est le centre du monde et puis autour il y a la nature. Mais les contes, ils nous disent en permanence, on peut parler avec les animaux, on parle avec les arbres, on parle avec la terre, avec la pluie, avec le vent. Et on a une forme de diplomatie élémentaire à avoir, de savoir qu'on n'est pas tout seul et que si on s'émerveille du printemps, eh bien le printemps, il est fait par des milliards de bestioles qui transportent les pollens d'un endroit à un autre et qui font tout ça. Et ils nous répètent ça. Vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul. Et pas au centre non plus. Et pas au centre non plus. L'homme n'est pas au centre. L'homme n'est pas au centre. Et ça, franchement, de ce point de vue-là, je les trouve... évidemment qu'ils sont anciens, mais ils sont super avant-gardistes. Et pour moi, les contes, pourquoi on les raconte aux enfants, c'est une des raisons, je trouve, c'est pour continuer à dire ça, qu'on n'est pas au centre, malgré ce qu'on croit. C'est l'entretien de la mémoire humaine aussi. Ouais. Est-ce que tu peux, par exemple, on en a parlé ce midi, par exemple des contes randonnées. Pourquoi choisir, par exemple, les contes randonnées pour les petits? Quel est ton avis? Il y a plein de raisons pour les choisir, mais ça dépend pour quoi faire en fait. Pour les petits, moi j'aime raconter plein de choses et j'aime aussi raconter des grands contes merveilleux, mais dès lors qu'il s'agit de leur transmettre quelque chose à raconter eux-mêmes, je trouve que les contes randonnés... Vous voyez ce que c'est qu'un conte randonné? Explique. Un conte randonné, c'est un conte rythmique, un conte à refrain. En général, on peut le chanter. Un des archétypes de la conte randonnée que j'ai appris de ma grand-mère, c'était tu sortiras, biquette, biquette, tu sortiras de ce chou-là. Donc c'est une vieille qui vient, sa biquette est en train de manger le chou, elle veut que la biquette rentre et la biquette ne veut pas.
Alors, on envoie chercher le chien afin qu'il morde Biquette. Le chien veut pas mordre Biquette, Biquette veut pas sortir du chou. Ah, tu sortiras, Biquette, Biquette, tu sortiras de ce chou-là. On envoie chercher le bâton afin qu'il frappe le chien. Le bâton veut pas frapper le chien veut pas mordre Biquette, Biquette veut pas sortir du chou. Donc voilà, c'est un moule, on pourrait dire, une contrainte très forte. Bon, alors ça fait travailler la mémoire, c'est pas rien, ça fait travailler le vocabulaire aussi, mais surtout, le dessin d'une randonnée est tellement net, précis, que si tu donnes ça à des enfants, ils vont pouvoir l'adapter comme ils veulent. Et c'est de la structure mentale. Et c'est de la structure mentale. Il va falloir qu'ils sachent qu'est-ce que c'est les histoires de cause à effet, non? Voilà. Qu'est-ce qui vient avant, qu'est-ce qui vient après. Voilà. Quand on saute une étape, on se Ça rend marche compte pas. qu'on a sauté une étape et on revient. Et donc, Toute la logique, ouais. Ouais. Et à l'intérieur de cette contrainte, du coup, ils peuvent développer une liberté de création. C'est comme l'histoire d'être devant la page blanche, quoi. T'es embêté. Si elle n'est pas complètement blanche et qu'il y a un cadre, tu peux foncer dedans. Et c'est vrai que c'est une structuration de... À l'école, on nous dit toujours il faut que tu travailles ton plan. Vous avez déjà appris à faire les plans? Ben non. Et je trouve que les comptes randonnées, ils servent aussi à ça, par inhalation. Oui. Tu les intègres comme des peut-être qu'on aura l'occasion tout à l'heure de parler de Suzy Placiel et de... J'allais Oui. Il y a un autre rôle, à côté du rôle d'instruction, on pourrait dire, éducatif. Il y a un rôle du conte pour tout le monde, mais pour les petits évidemment, que moi j'appelle émancipateur. C'est-à-dire qu'un conte, contrairement à une série télévisée, te dit jamais ce que tu dois penser. Et donc t'oblige à penser par toi-même. Et évidemment, si tu es obligé de penser par toi-même, eh ben, tu développes De l'intelligence. de l'intelligence. Et de l'intelligence qui va te servir pour toute ta vie. Et c'est ça que j'appelle... voilà, tu es à la fois le prince, la princesse, le monstre, le cheval, la forêt, et tu explores tous ces points de vue, et tu te forges quelque chose qui est à toi. En plus, normalement, il n'y a pas de norme vraiment, mais la merveille du conte, c'est qu'on n'a pas de décor. Et que le décor, c'est vous qui le faites. C'est mental. Alors, ce qui est génial, c'est qu'à nous, ça nous fait faire des économies, évidemment, parce qu'on ne fabrique pas de décor, mais à vous, ça vous fait travailler. Et ce travail que vous fournissez pour faire tous les décors, eh ben, il est à vous, pour toujours. De ce point de vue-là, je trouve que c'est génial. Et puis, mon grand chouchou parmi tous les chouchous, parce que moi je suis conteuse, mais je suis aussi praticienne en hypnose. Oui. Et donc, mon grand chouchou parmi tous les chouchous, c'est l'imaginaire. Je crois réellement, je vous partage ma croyance, que c'est l'imagination qui va nous sauver. Oui. Parce que tant qu'on répète les choses, ben ça ne vous a pas échappé qu'on va dans le mur quand même, globalement. Et donc si tout d'un coup il y a quelqu'un qui a une idée un peu folle, quelquefois ça peut nous sauver. L'imaginaire, rien de nouveau ne peut surgir si l'imaginaire n'est pas correctement entretenu. Et souvent, je trouve qu'aujourd'hui, l'imaginaire est nourri mal. On parle de malbouffe, on parle de McDo et tout ça pour notre estomac. On ne parle pas de la malbouffe imaginaire. Et on donne beaucoup de trucs vraiment dégueulasses et vite fait, mal fait, à manger à nos imaginaires. Le conte, c'est vraiment le grand luxe pour ça. Apprentissage de la réflexion intérieure, j'ai dit. Apprentissage du relatif. Ne croyez pas, il croit qu'il n'a plus rien à dire, mais il m'a trouvé quand même. Du relatif. Je suis fan, moi, et dans la culture bretonne, il y a toutes les chansons avec un bourdon. Et puis ensuite, on vient chanter là-dessus.
Partout, Hein partout en France, Partout, dans ouais. la tradition populaire. Ouais. Ceux Et qui sont il n'y a personne qui dit à quoi doit ressembler un do. le pourtour. Bois, non, don de ce vin le meilleur du monde. Bois, non, don. Je fais que mon do, il est à do. Mais toi, tu peux faire bois, non, don de ce vin. On s'en fout. On l'adapte à notre voix. Ça, c'est la musique traditionnelle. Et les contes, ils font ça. Il y a toute cette liberté-là. Toute cette liberté-là. C'est relatif. Il n'y a rien qui soit absolu dans le conte. Et c'est comme ça que l'enfant apprend. Après, bon, c'est vrai que suivant qui raconte un conte, il peut devenir... il peut prendre une direction ou une autre. Et, bon, c'est une parenthèse, mais bon, non, je ne fais pas une parenthèse. Qu'est-ce qu'une histoire fait résonner en moi? Qu'est-ce que tu racontes quand tu racontes l'histoire de l'homme et de la femme qui c'est quoi? Qui se rencontrent, qu'on envoie sur Terre. Voilà. Qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que tu racontes les relations hommes-femmes? Est-ce que tu racontes qu'on ne parle plus avec Dieu aujourd'hui? Est-ce que tu racontes... Qu'est-ce que tu racontes? Il y a tellement de directions possibles C'est ça. que chaque personne va recevoir et il va attraper un fil, une branche, et il va s'en nourrir. C'est ça. Donc on ne peut pas dire, c'est pas univoque un conte, c'est vraiment, il y a plein de voix dans un conte. Et ça, le fait que ça soit relatif, je trouve que c'est très important. En plus, il y a plein de versions. Il n'y a pas une vraie version. Tu connais une version du Chaperon rouge qui n'est pas la même que la mienne. Dans la mienne, le Chaperon rouge mange sa grand-mère. Bon, Et puis des fois, on ne comprend pas. oui, Des fois, Pas tout de suite. tout le monde a compris quelque chose. Moi, des fois, j'écoute, je n'ai pas compris. J'ai pas compris. Mais en fait, j'ai quand même écouté. J'ai quand même développé mon imaginaire. Donc, il y a aussi le fait de... On comprend ce que l'on veut. Et puis, si on veut ne pas comprendre, eh ben, on ne culpabilise pas de ne pas avoir compris. ouais. Alors, Suzy Platiel, Oui. tu peux nous dire qui c'est, Suzy Platiel? C'est qui? Suzy Placiel est une anthropologue qui a été envoyée en mission en Afrique de l'Ouest du côté du Burkina Faso et qui a rempli sa mission, mais pendant qu'elle remplissait sa mission, elle a découvert la force et l'intelligence collective dans la parole, dans la transmission, particulièrement du conte, que depuis l'enfance, un petit peu comme certains griots, il n'y a pas des griots partout en Afrique de l'Ouest, mais dans les pays où il y a des griots, il y avait une forme d'apprentissage depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte qui se faisait d'une façon très organisée. Il n'y avait pas un seul livre dans le village, mais tout le monde, à son niveau, était au courant de toute la vie du village et de tout ce qui s'était passé dans le village. La mémoire était vive. Et Suzy Placiel a rencontré un peuple en Afrique de l'Ouest, au Burkina Faso. Après avoir rempli sa mission, elle est revenue de façon autonome, puis de façon officielle, faire un travail. Elle a consacré quasiment sa vie à cette recherche et elle a produit quelque chose d'extrêmement riche et intéressant que certaines personnes en France en profitent, mais qui, selon moi, ça n'engage que moi, n'est pas reconnu officiellement au niveau du gouvernement pour que ça soit véritablement diffusé au niveau de toutes les oreilles pour qu'enfin qu'on prenne conscience de la force et de l'importance de la parole dans l'éducation de l'enfant. Elle dit notamment cette chose-là, que le conte développe ce double mouvement de l'individuation plutôt qu'individualisme, c'est-à-dire je suis quelqu'un de spécifique, d'unique, et en même temps le lien au groupe, à la communauté, les deux ensemble. Ça, c'est vraiment splendide. Et je termine, j'ai juste presque terminé. Oui. Le dernier truc, je t'avais dit, hein, j'ai tout noté, mais une des choses les plus importantes pour moi, dans pourquoi on raconte des histoires, c'est la porte ouverte sur le mystère. Oui, c'est-à-dire que les contes, ils n'arrêtent pas de nous dire, ok, on vit dans un monde néolibéral,
marchand, matériel, où on nous dit voilà ce qui compte. Le monde capitaliste, on pourrait dire comme ça, nous dit en fait on vit dans un monde vide. Non, c'est vide. Et pour que ça soit pas vide, il faut le remplir. Et d'ailleurs, ça tombe bien, on a des trucs à vous vendre. Quelque chose comme ça. Je fais vite, hein. Je vais pas faire un conte de capitalisme. Mais les contes, ils disent non, le monde, il n'est pas vide. Il est plein. Et il suffit de rentrer en relation, en dialogue, en résonance. Et ils disent, il y a autre chose. Il y a le mystère. Il y a les grandes questions existentielles. Il y a la mort, autant dire la vie, enfin, tout ça. Les dieux, si on croit aux dieux, en tout cas la terre, tout ça. Le mystère. Et pour moi, s'il y a un grand cadeau qu'on peut faire aux enfants avec les contes, c'est celui-là, c'est de faire cadeau du mystère. Merci. C'est fini. Nous allons demander, après l'intervention de Anne-Gaëlle Gauduchot, à Ange Gras, s'il est d'accord. Non, je laisse ma place. De venir partager avec nous. Viens, papa. Si tu as des questions, avec plaisir. De venir partager avec nous son propos, ce qu'il a retenu, ce qu'il souhaite partager concernant l'importance du spectacle pour les enfants et l'importance du conte pour les enfants. Tu étais prêt ou pas prêt? J'étais pas prêt. Pas prêt. J'ai quand même des choses à dire. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis Ange Gras. Je raconte des histoires. J'ai une petite histoire à partager avec vous. Quand j'étais un peu plus jeune, ma mère qui travaillait nous confiait à une de nos tantes qui, elle, était venue en ville pour chercher un petit boulot. Elle nous gardait, moi, mes frères, mes soeurs. Et puis, les autres femmes du quartier se sont rendues compte que voilà, cette dame était là. En gros, ma tante était un peu une sorte de nounou. Donc, les dames qui partaient au marché venaient lui confier aussi les enfants. Donc, notre coup qui était grande, on s'est retrouvés mais avec plusieurs de nos amis sous la surveillance de ma tante. Et puis, quand les gamins sont ensemble, c'est des bagarres, ça joue, et tout. Mais elle avait un petit truc. Quand c'était l'heure où les parents devaient venir, chaque parent devait venir chercher son enfant, asseyez-vous, je vais vous raconter une histoire. Ça, c'était dans les années 90, on n'avait pas de télévision, on était, elle va nous raconter une histoire. Et puis elle se mettait à raconter une histoire. Elle racontait tellement bien, mais elle ne racontait pas en français. Elle racontait tellement bien qu'au bout d'un moment, elle arrête l'histoire. Je lui dis, bon, partez, revenez demain. Quoi? Demain? Elle dit oui, une seule condition. Vous n'avez pas le droit de raconter ce que je vous ai dit là à quelqu'un. Parce que demain, je dois vous raconter la suite et la fin. Donc ça brûlait à l'école, on avait envie de raconter. C'est là que j'ai appris la maîtrise de soi. Parce que tu veux raconter l'histoire, mais tu n'as pas la fin. Donc comment tu vas raconter? Et tu attends. Et quand on revenait le lendemain soir, on était tous là. Alors est-ce que vous êtes prêts? Oui, nous sommes prêts. Bon, d'accord, je vais vous raconter la suite. Mais une seule condition, que vous me racontiez ce que je vous ai raconté hier. Quoi? Te raconter? Bah, chacun essayait de... Et puis, c'est elle qui validait. Elle disait, non, vous n'avez pas bien raconté. Je ne vous raconte pas la suite. Revenez demain. Quoi? Quelle maltraitance. On repartait, on revenait le lendemain. Et puis, on essayait. Quand on revenait, elle avait dit ça. Donc, un disait, elle a dit ça. Donc, on prenait. C'est là qu'on a compris l'entraide. J'ai compris l'entraide parce que tout seul, on ne peut pas raconter ce qu'elle a dit parce qu'il y a des mots qui nous ont échappé, mais les autres, on prenait un peu de tout le monde. Et puis quand elle validait, elle disait c'était bon, mais c'était des cris de joie dans la cour. Waouh! Ok, je vous raconte la suite. Et nous racontait la suite. On avait le droit maintenant d'aller le raconter à nos amis et tout. Et les jours qui suivaient, elle nous disait, vous voulez notre histoire? Oui! Bon, vous devez me raconter l'histoire que je vous ai racontée la fois dernière, mais en entier. Avec mes mots. Comme on avait déjà fait cet exercice, donc on avait un peu de vocabulaire, on racontait. Et puis souvent, on nous disait, non, vous racontez l'histoire, mais avec vos propres mots. Vous mettez ce que vous voulez dedans, vous changez la fin et tout.
Ça a été là mon premier stage. Quand on fait des stages. La maison du compte. Voilà, mon premier stage. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et on a commencé à raconter, on a commencé à reprendre son histoire d'une certaine manière. Et les jours suivants, en fait, il y avait toujours une histoire qu'elle devait nous raconter, mais il y avait quelque chose qu'elle nous demandait. Par exemple, elle te demande, toi, qu'est-ce que tu as fait de ta journée aujourd'hui? Ah non, 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 elle ne veut pas des journées, elle veut pas des explications superficielles. Elle veut que ce soit des explications complètes, dans les moindres détails. Non, en classe, le maître, il a dit ci, il a dit ça, il a dit ci. En fait, elle nous faisait réviser nos devoirs. C'était nos devoirs qu'on faisait comme ça. Non, en mathématiques, elle a fait comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. En géographie, le maître a dit ci, ci, ci. En sciences, il a dit ça, 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 ça. Elle prenait le cahier, elle ouvrait et elle faisait comme si elle ne savait pas lire. Et c'est quand je suis arrivé en 3e que je me suis rendu compte que ma tante savait lire et elle savait écrire. Donc elle nous disait, elle prenait le cahier, nous disait, elle renversait, elle nous disait, mais ça c'est quoi? Ah non, tata, tu as renversé, c'est comme si. Mais c'est écrit quoi? C'est écrit comme si, comme ça, comme ça, comme ça. Et puis elle te demande, mais tel que c'est écrit, est-ce que tu peux m'expliquer parce que je ne comprends pas? Bon, écoute, le maître l'a dit, il a écrit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc elle t'apprend à te faire tes devoirs et quand elle finit, elle va te raconter une histoire. Et plus tard, je me suis rendu compte que Quelle richesse. Ah oui. on a hérité de tout ça. Raconter des histoires aux enfants, pour moi, c'est une belle âme. Ça permet à l'enfant de développer sa capacité de rétention. On pense qu'on ne retient rien, et je suis d'ailleurs content de voir que personne ne le note, parce qu'on retient tout. Hier, on a fait autour de la table, on dit, on va se raconter des petites histoires de 5 minutes. Alors vous en avez combien? On en a 2, on en a 2, on en a 2. Mais quand on a commencé, On n'arrivait plus à s'arrêter. on n'arrivait plus à s'arrêter. Parce que notre mémoire dit, ah oui, je me rappelle de telle histoire, je me rappelle de ci, je me rappelle de ça. Donc raconter aux enfants, souvent moi je dis que je ne raconte pas à un âge particulier, que vous me mettez des 2 ans, des 3 mois, des 1 an, des 10 ans. Excusez-moi du terme, mais je m'en fous. Ce n'est pas à un âge que je raconte, mais je raconte à l'âme humaine. Parce que l'âme humaine ne meurt pas, elle se développe, elle envahit l'espace. Quand on raconte à ces enfants-là, souvent c'est pas, je me demande s'ils comprennent. Parce que moi souvent j'aime utiliser du bon vocabulaire, du gros vocabulaire, ils me regardent et effectivement tu n'as pas compris. Souvent je dis, je vais t'expliquer la démocratie, c'est quoi la démocratie, il est là. Mais un jour, il va te répéter ça, il va te dire, le mot va sortir. Donc pour moi raconter des histoires aux enfants, ça leur permet de se concentrer. Écouter, c'est être aussi à l'écoute du monde. De leur expliquer, comme je disais, une porte du mystère, de leur expliquer comment est-ce que ce monde il fonctionne et où est-ce qu'ils vont. Raison pour laquelle je ne suis pas trop d'accord avec les conteurs qui sont trop bisounours, le monde est rose, le monde... Oui, souvent il faut raconter des histoires un peu réelles. Voilà, parce que la vie, elle est là. Comment vous voulez envelopper quelque chose et après l'enfant, quand il découvre le monde, il est choqué? Non, le conteur, c'est un éducateur. Donc il doit lui dire exactement ce qui se passe dans le monde avec peut-être des mots bien entourés, mais de la poésie, mais il doit savoir. Ce matin, j'ai raconté une histoire, je parlais de mort. Je sais que les grands ont compris, mais les enfants n'ont pas compris. Chez eux, la mère, elle a fait un voyage, mais les grands ont su que la mère, elle était morte. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire pour raconter. Pourquoi raconter les histoires aux enfants? Parce que ça développe l'imaginaire, ça leur donne un bagage intellectuel, et puis ça fait de belles personnes. Merci. Merci. Alors, la question que je me pose, est-ce que tu as gardé un lien avec cette dame? Ma tante, elle est décédée. Ah, elle vous a quand même donné tout cela. Oui. Voilà. Ben, c'est ça que j'appelle la chaîne de la mémoire humaine qui continue parce que tu racontes ta tante et elle vit à travers tes mots. Une petite anecdote, elle me disait, une fois elle a appris, elle me dit, tu fais quoi comme études? Quand j'ai laissé les études de médecine et tout, et que j'ai commencé à faire du compte, elle me dit, tu fais quoi comme... Je dis, non, je veux faire compteur. Et puis elle a entendu par ma mère que je faisais des voyages, je partais dans des festivals. Elle a éclaté de rire. Toi, tu es conteur? Si moi je deviens conteuse, si je fais le voyage que tu fais, je vais avoir beaucoup d'argent. Hein? Et je lui ai dit, c'est pas faux, tu racontes mieux que moi. Je peux juste dire une anecdote parce que ce que tu me dis là, on a tendance à vouloir faire pour les enfants des choses trop... ouais, un bisounours comme ça. Et j'ai une anecdote dans une classe il n'y a pas très longtemps. Un enfant, je venais de raconter une histoire, au début de l'histoire, la mère meurt,
Et puis la petite fille s'en va et elle revient avec un objet magique. Bon. Et le garçon, peut-être il avait 7 ans, me dit mais pourquoi elle n'a pas utilisé son objet magique pour ressusciter sa mère? Alors, je dis, mais je sais pas. Et il dit, j'aime pas moi qu'on meure, que tu vas mourir, que je vais mourir, qu'on va mourir et tout ça. Je lui dis, bah, moi non plus. Ah, j'aime pas. Et je lui dis, mais oui, c'est vrai, c'est une question, une très grande question. Et nous, les adultes, on se la pose aussi. Quelquefois, on essaye d'oublier qu'on va mourir, mais ça, on le sait. Ça. Et puis, il était vraiment, il faisait peine à voir parce qu'il était tout crispé, comme ça, tout tendu. Et puis, il me dit, je sais comment c'est quand on meurt. Je dis, ah bon? Il dit, oui, il y a un grand trou comme ça, rectangulaire, et puis ensuite on est pris, P-R-I. Alors je me dis, c'est bizarre, parce qu'il est quand même il est en CP, il devrait savoir que ça ne s'écrit pas comme ça. Tout d'un coup, je traverse la classe et j'écris R-I-B. Je lui dis pris comme ça, il me dit, oui, P-R-I. Et en fait, il avait vu des films, des séries télévisées avec écrit RIP, repose en paix. Et alors, mais il avait compris, pris vraiment. Il imaginait quelque chose de terrible avec la mort qui te prend comme ça. Et je lui dis, ah, mais non, ça c'est comme tu dirais bon voyage. Repose en paix. Il y a d'autres formules. Par exemple, il y a des gens qui disent que la terre lui soit légère. Et il dit, je préfère. Et ça sert à ça aussi. Oui, absolument. Nous faisons un petit voyage. On va du côté de Québec. Stéphanie, tu as assisté à plein de festivals. Stéphanie est conteuse, mais elle ne le sait pas. Non, enfin, tu as assisté à plein de festivals, tu as assisté à plein de spectacles pour enfants. Je lui ai demandé de nous faire une espèce de ressenti sur ce qu'elle a observé chez les enfants, dans ce que ça apporte aux enfants ou ce qu'elle sait que ça pourrait apporter aux enfants. Bonjour. Bonjour. Alors, je suis Stéphanie Benoît, je suis des îles de la Madeleine au Québec. J'ai travaillé, en fait, j'ai rencontré Valère quand je travaillais pour le festival Contes en île, qui est justement aux îles de la Madeleine, et je travaille aussi à chaque 2 années au Festival interculturel du conte de Montréal. Donc, j'ai observé beaucoup les conteurs. Je ne suis pas conteuse. Mais j'ai vu aussi beaucoup d'yeux. T'as vu Dieu? Dieu. De yeux d'enfants. J'ai vu beaucoup les yeux des enfants briller. J'ai vu des choses s'allumer. En fait, c'est ce que je préfère quand je vois des spectacles, en fait, que ce soit conte, que ce soit théâtre, ou que ce soit autre chose, qui allume les enfants. J'aime regarder la réaction des enfants, puis c'est ce qui, moi, m'anime. Donc, j'ai l'impression que je cueille le fruit que les conteurs, eux, vont semer. Mais c'est de cette manière-là que j'aime regarder le conte. Je vois aussi au Québec, là, je ne pourrais pas dire pour ailleurs, mais je vois qu'il y a vraiment une tangente, un engouement, j'ai envie de dire. En tout cas, c'est très croissant par rapport à l'intérêt pour les arts dirigés vers les enfants. Et il y a avec ça des budgets qui sont développés et il y a des très grandes qualités d'œuvres qui sont faites pour être présentées vraiment destinées aux enfants. Donc, on ne les prend plus pour des bébés, on ne pense plus que tout va leur plaire, mais on va vraiment développer des choses pour eux. Puis ça, je trouve ça très beau à voir. Au Québec, on a un festival qui, là, je vais vers toute discipline, je ne vais pas me limiter au conte, mais on a un festival qui s'appelle Les Petits Bonheurs, qui est né au début des années 2000 et qui est né dans un quartier de Montréal avec quelques spectacles. Et maintenant, c'est rendu qu'il y a 20 éditions partout à travers la province. On en accueille un aux îles de la Madeleine où on monte notre programmation et où eux, avec les revenus, ont développé justement des fonds qui sont donnés pour la production de différentes œuvres. Ils vont toucher plus au théâtre, mais ils vont être très, très larges au niveau du théâtre. Donc, ils vont englober la danse, la marionnette, le conte, et de voir ça, de voir aussi l'espace qui leur est accordé dans les médias, qui leur est accordé à la radio, la couverture médiatique, mais aussi
des choses, des œuvres qui vont être développées pour être contées à la radio. On voit ça, entre autres, aux îles de la Madeleine, sur la radio locale. Et puis, c'est beau de voir ça. J'ai l'impression qu'il y a vraiment... c'est en pleine ébullition. Et puis, ce n'est que positif par rapport à tout ça. Merci. Donc ça t'a donné le goût d'entrer dans le monde du conte. De continuer à l'observer. Merci. Pas tomber dans le piège. Merci Stéphanie. Il utilise ses mains pour raconter, il utilise son nez pour raconter. Oui, tout ça. Et il a aussi des faits qui l'accompagnent. Si vous passez derrière ses oreilles pendant qu'il les raconte, vous verrez qu'il y a une petite fée à droite, une petite fée à gauche. Je voulais vous présenter Claude Delsol. Tu as vu la fée? C'est vrai? Oui, il fait référence, bonjour, il fait référence simplement à une écriture que j'ai actuellement sur le monde des fées. Et je suis en train d'écrire une anthologie ou une observation de petits peuples autour de nous qui seraient éventuellement des petites fées invisibles qui ont juste un temps avant nous pour nous susurrer leur prénom au creux de nos oreilles. Ce sont les onomatopées, dont j'appelais ça les onomatophées, le peuple des onomatos, dont les os, les faisaux. Voilà, c'était juste pour dire. Voilà, et puis c'est vrai que je parle avec les mains parce que, je ne sais pas, chez moi, je viens du Languedoc, de la Méditerranée, et que je sais faire apparaître ou disparaître des choses parce que je suis magicien et que j'ai naturellement adapté le langage des mains avec le langage, la parole. Voilà. J'ai l'habitude... Alors j'ai beaucoup de mal, c'est très intéressant quand on fait une conférence seul parce qu'on maîtrise du début à la fin. Quand on passe à 4e, 5e position, on se dit mince il a déjà dit, mince il a déjà dit. Et il y a un proverbe qui dit si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, alors tais-toi, le temps qui m'est donné de parole c'est de me taire. Non, c'est pas vrai. Je sais pas faire. Donc simplement pour vous dire que je suis magicien et que j'ai toujours considéré, et je reprends un peu, je fais une synthèse de ce qui a été dit. Il y a trop de choses, j'ai trop de choses à dire pour bien les dire. Si vous écrivez le mot magie, ça j'aime bien le faire apparaître, c'est que c'est un mot magique, puisque quand en le blague-boulant, on arrive de suite à faire un autre mot qui s'appelle image. Et on est des faiseurs d'images. Les conteurs sont des faiseurs d'images. Voilà, ça me semble important de le signaler. Ça, c'est notre fonction de faiseur d'images. Ça a été dit, on vous jette des images, après c'est à vous à les créer dans votre tête. C'est ce qui fait que, de mon point de vue, le conte, il est émancipateur, il fait appel à l'humanité qui est en nous, et donc c'est comment il s'appelle, c'est Tolstoï qui disait décris bien ton village et tu seras universel. Parce qu'effectivement, on ne peut pas arriver dans un seul modèle. Je fais référence par exemple à Marcuse qui avait écrit L'homme unidimensionnel, ce qui a donné lieu après aux révolutions de 68, de dire attention, on est dans une société qui nous uniformise et peut-être l'homme a besoin de s'émanciper de cette uniformisation qu'on nous demande, notamment par le pouvoir néolibéral. Voilà, je reviens là-dessus, mais on retombe toujours sur ça. Voilà, décris bien ton village et tu seras universel. Moi, je sais que dans le conte, j'ai besoin de savoir quelle est ta pensée pour aussi partager, confronter, s'engueuler sur... on a le droit de s'engueuler. Moi, je trouve que c'est sain de se dire « je ne suis pas d'accord avec toi » et je te le dis, et on essaye de trouver un terrain commun d'entente, etc. Ça, c'est ça. C'est ce que je voulais dire par rapport au conte. C'est important. Préalablement, je vous prie de m'excuser, j'ai oublié de vous dire... Pour moi, la phrase qui me... Je suis un adepte des petites phrases. Il y a des gens qui ont mis des années, toute leur vie, au service de résumer, de synthétiser quelque chose. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui, moi, m'importe dans le conte. C'est Catherine Zarcat, voilà, une grande conteuse que je vous encourage à lire, à voir, qui dit en préalable... c'est pas d'elle, mais qui l'a synthétisé, qui dit « Les contes ne sont pas faits pour endormir les enfants, mais pour réveiller les parents. » Et ça, il faut être bien clair là-dessus. Moi, je crois que les contes, et le conte de plus en plus, il doit être dans la société pour répondre à des problèmes existentiels
qui sont tous les problèmes qu'on se pose, d'où je viens, où je vais et où je suis, tout simplement, et que le conte peut répondre à ça. Et ça me semble assez fondamental. Je tiens à dire que j'ai eu le bonheur de vivre du conte pendant 35 ans. Ça fait ma vie active, ça va continuer sûrement, mais que plus j'avance, moins je sais. Moins j'ai de réponses sur le rôle du conte dans la pédagogie, dans l'éducatif. Je suis pédagogue de formation et que les problématiques de maintenant ne sont pas les problématiques de hier et ne peuvent en aucun cas être plaquées dans l'absolu. Voilà, ça me semble important. J'ai juste des réactions par rapport à ce que j'ai entendu. Bon, l'appropriation, on le sait, de la langue, la construction d'un individu, la transmission, la culture partagée, l'identification au héros, la construction des individus, ça on en a parlé. Moi je vous encourage à vous poser la question, et même peut-être à un enfant d'une certaine façon, de lui dire, mais pourquoi il te parle? Pourquoi tu me demandes toujours la même histoire? Pourquoi? Et peut-être qu'en grattant, même vous, vous apercevrez que peut-être, il paraît qu'il faut se gratter là où ça nous démange. C'est vrai. Et bien peut-être qu'on peut arriver à trouver des choses à un certain moment si on peut répondre à ça. Voilà, ça c'est ce que je voulais dire. Excusez-moi, ma pensée, elle est de fait blague-boulée par tout ce que j'ai entendu. C'est vrai que on est dans une société où jamais le conte a eu autant de place, raconter des histoires. On le voit bien à la télé, on le voit bien dans la presse, on le voit bien en politique, mais toujours à des fins, à des intérêts. Et c'est ce qui peut-être nous différencie du conteur. C'est-à-dire que nous, on a humblement la vocation, on prend le chemin peut-être d'être sage, entre guillemets, le chemin de la sagesse. On n'atteint jamais la sagesse, mais on prend le chemin de l'humanité. Moi, quand je viens ici, je n'ai pas l'impression d'être un touriste. Je viens voir les gens d'ici parce que je fais partie du monde, parce que c'est ce que tu parlais avec le concept d'écologie, de la relation. C'est ça, moi j'ai envie de rencontrer cette différence et j'ai envie de partager. Ça, c'est ce que je voulais dire. Alors, c'est vrai que souvent, le conte est utilisé pour formater, pour endoctriner, pour endormir les gens, les peuples. Confère Walt Disney, on pourrait en reparler, on en a parlé. Je veux dire des comptes politiques, des comptes publicitaires. Oui, si vous regardez toutes les publicités, il était une fois madame ou monsieur Untel qui est triste, et puis grâce au produit machin truc, eh bien, elle est heureuse. On arrive dans la structure du conte. Si vous prenez, nous on travaille sur l'ossature du conte, avec un début, un milieu, une fin, avec des quêtes, etc. Ben, actuellement, la publicité, en très peu de temps, est très efficace. Et c'est pour ça qu'elle nous parle à nous, parce qu'elle fait référence à tout ce qu'on a pu nous raconter. Enfin, moi, c'est ce que je pense de ça. Ça, je l'ai dit. Donc, le conteur gardien de la mémoire, ça, moi, ça me semble fondamental. Ben, toujours pareil, il y a un proverbe que j'aime bien, qui dit « C'est en coulant vers la mer que le fleuve reste fidèle à sa source ». On est inscrit dans le temps, on est de passage dans le temps, on prend un relais qui momentanément, on va le donner. Et là, tout ça, on a à exister. Et je crois que c'est important quelquefois d'aller dans une société qui va toujours trop vite, toujours plus efficace, qui nous dit vas-y, avance. Si on prend le temps et on prend le temps de regarder derrière, nos parents, nos grands-parents, ils n'étaient pas plus bêtes ou plus intelligents que nous. Ils avaient simplement une façon de voir. Donc, peut-être que c'est là où le conte est assez pernicieux, et que d'ailleurs, on en parlait à midi, toutes les villes en France où le Rassemblement national, ex-Front national a pris le pouvoir, une des premières choses qu'ils ont fait, ils ont supprimé le secteur conte dans les médiathèques, dans les bibliothèques, à Orange, partout, enfin quand on le dit. Et ça, c'est une réalité. Pourquoi? Moi, je vous donne la réponse, vous l'avez. Ça, je l'ai dit. Donc, le gardien de la mémoire, un haut-parleur, parce que comme il prend la parole, eh bien, il peut la donner aussi. Il n'a pas le pouvoir comme le politique. Le politique veut prendre la parole et veut la garder.
ben, nous, peut-être qu'on enclenche quelque chose. Je suis bavard, je le sais, quelquefois je parle trop, mais j'aime bien écouter aussi. Et ça, c'est important. Il rend la parole au groupe, il sème une empreinte dans le sentier de la mémoire. Ça, j'aime bien dire qu'on est là, on parle beaucoup de donner une graine, etc. Rien ne pousse qui n'ait été semé. Donc on investit, j'aime pas dire le mot investir, mais on donne à enrichir le passé, comme le futur, comme on l'a dit pour le passé. J'ai presque terminé. J'espère que j'étais assez clair. Oui, moi, la dimension, alors je voulais vous montrer simplement, voilà, le conte c'est ça, comme la littérature. Voilà, voilà, on raconte et puis les images, on se les fait dans sa tête. Hein, je ne sais pas si vous voyez, sinon vous pouvez vous le faire passer. Et puis à contrario, ben, moi j'aime bien travailler là-dessus. Où est le monde? Où est le monde? Est-ce qu'il est là ou est-ce qu'il est là? Je crois que les images, des fois, ça parle. Moi, je peux vous faire part d'un travail que j'ai volontairement... Pardon. C'est un pédagogue italien qui avait fait ça. Ouais. Pour cause que... Bon, voilà. Moi, je vous fais part d'une expérience, c'est qu'à un certain moment, je racontais autour du sida, autour des... Je suis venu ici, j'ai parcouru le monde là-dessus avec ce spectacle, et puis à un certain moment j'ai volontairement arrêté parce que j'avais un autre travail à faire, c'était de travailler en hémato-onco. Pendant 8 ans j'ai fait ça, de 2014 jusqu'à 2020. Voilà, on m'avait dit, ça serait bien que tu interviennes en cancérologie, hein, parlons clairement. Sachant que le problème de la cancérologie pour enfants, sachez que 80% des cancers pour enfants se guérissent. Ce n'est pas du tout la même problématique. Mais il n'empêche que vous avez des enfants qui sont dans des services. Et donc il y avait service hospitalisation de jour, hospitalisation et unité de soins protégés, dont soins palliatifs aussi. Et moi j'intervenais auprès des ados. On m'avait demandé d'intervenir là où les clous ne passaient pas, avec mes contes et ma magie. Et que quand vous êtes en face à face avec un enfant, un jeune, ben, de fait, ben, ce n'est pas la problématique des enfants, ben, c'est des ados qui, à un certain moment, vous interpellent ben, dans pourquoi je suis malade, ou qu'est-ce que c'est la vie. Et j'ai toujours trouvé à ce moment-là un support qui était le conte pour dire « Tiens, je vais te raconter une histoire. Tiens, je vais te raconter une histoire. » Et moi, actuellement, mon travail, je suis fondamentalement convaincu que le conte n'a pas à être sur scène, n'a pas à être un spectacle, il doit être dans la vie. Et le conte doit regagner les espaces publics. C'est un peu ce que ce matin, il a été question. C'est essayer dans notre vie, dans notre quotidien, de dire, tiens, je vais te raconter une histoire. Tiens, je te raconte une histoire. C'est pour ça, et il y en a plein, il y en a des milliers. Par contre, il faut faire le chemin d'aller voir ces histoires. Ça, j'en suis convaincu. Et dernier point, avant de conclure, là où on n'a pas parlé, et si on le pose en termes de maintenant, présentement, le conte, quand on fait des actions avec les enfants, c'est l'intérêt de la socialisation. On revient, où est le monde là? Je suis là, quel est notre intérêt? C'est de vivre ensemble et de partager des espaces. Et avec des enfants, sur le plan pédagogique, éducatif, quel est notre rôle? C'est essayer de dire à l'enfant, décentre-toi et essaye de prendre en compte tout ce qui est à côté, l'autre, simplement. Et en fonction de la relation que tu as avec l'autre, tu te socialises. Et ça, c'est important, moi je trouve, dans le spectacle, et notamment, on n'y travaille pas suffisamment, surtout dans nos sociétés où on est de plus en plus avec la notion de l'enfant roi. Oh, regardez, mon petit, c'est le plus grand, le plus fort, le plus génial. C'est vrai en même temps. Oui, ça peut être vrai, ça peut être vrai, mais il n'y a pas pire quand vous êtes chez des amis et que les parents vous disent « Ah, les amis vous disent « Tiens, tu vas voir mon fils, il sait jouer du violon, hein, il vient de commencer, mais tu vas voir, il va nous faire un truc, il va nous faire un Mozart ou un Bach, et puis t'entends et tu attends toi de manger ou de prendre l'apéritif. » Voilà, et parce qu'il est là, et que bon, c'est vrai, je trouve que l'enfant roi, moi, excusez-moi, mais bon, je trouve qu'il prend un peu trop de place dans notre société, d'autant plus qu'on a compris que ça
ça pouvait être un transmetteur économique pour nous faire acheter des choses. Voilà, ça c'est une donnée économique. Et je trouve que c'est important, dans le spectacle, de travailler sur l'enfant spectateur. Il n'est pas tout le temps acteur. Il le sait, il demande que ça à être acteur, de dire des histoires. On a souvent, quand on raconte un gamin qui te dit « Mais moi, il faut que je te dise quelque chose. Tais-toi, reste à ta place. » Et on travaille sur l'enfant spectateur. Mais ça ne veut pas dire on ne t'écoute pas. Ça veut dire reste à ta place, écoute. Prends le temps d'écouter. Prends le temps d'écouter les autres. Prends le temps de respirer le conte que je te dis. Et moi, ce qui m'intéresse le plus, ce n'est pas le spectacle en tant que tel. C'est pour ça que j'aime bien faire pour tout public. C'est ce qui va se passer après le spectacle. C'est quand des parents partagent avec les enfants. Vous avez parlé de vie, de mort, etc. Le soir, le gamin qui va dire à ses parents, il a parlé de son grand-père. C'était qui notre grand-père? Et là, on engage quelque chose de vrai. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça me semble fondamental. Enfin, deux choses. En conclusion, première chose, le rêve, c'est une invitation à la connaissance. Ça fait partie de l'imaginaire. Et ça, c'est fondamental. Si on veut s'approprier le monde, il faut rêver. C'est fondamental. On nous oblige toujours de rêver de la même façon, on le voit. Comment elle s'appelle? Si je dis la princesse des neiges, la reine des neiges. Voilà. Voilà. Eh bien, on nous fait tout fonctionner là-dessus. D'un seul coup, par notre cerveau, eh bien, on nous a appris tous à réagir de la même façon. Si je dis, je ne sais pas, Disney, c'est ça. C'est la machine à cash et la machine à décérébrer les gens, et c'est fait pour ça. Et dernière chose, moi je crois fondamentalement que quel que soit l'âge, quel que soit le niveau, quel que soit qui on est, d'où on vient, où on va, il n'y a de merveilleux que pour celui qui sait s'émerveiller. Donc, rêver, et le conte sert à ça. Merci. Claude Delsol, qui nous invite à faire un petit tour après Montpellier jusqu'à la Guadeloupe, entre Guadeloupe et Besançon. Voilà. Un pied en Guadeloupe, un pied à Besançon. Nous invitons Élise Cali, qui est musicienne et qui depuis quelques années a la parole, mêle la musique et la parole et nous invite en voyage à la fois à rencontrer des instruments et à la fois à suivre un personnage. C'est intéressant. Élise nous a préparé quelque chose sur son importance de raconter pour les enfants. Bah voilà, tu m'as bien présenté. Je n'ai pas besoin de me présenter. Alors je voulais partir de la musique et arriver au conte. Alors j'avais préparé une chose, je ne pensais pas spécialement parler de mon histoire, mais finalement je vais en parler, puisque j'avais préparé une chose et quand Anne-Gaëlle a parlé, j'ai barré ma chose. J'avais regardé, je vais peut-être revenir sur ma première vie de scientifique, où j'avais préparé quelque chose sur les bienfaits cognitifs de la musique et du conte. Alors je fais une petite parenthèse du coup. Alors il paraît qu'il y a des études, non, il y a des études qui prouvent scientifiquement ce que vous avez dit, qu'on ressent, que depuis la nuit des temps, en fait, on pratique, parce qu'intuitivement, on sait que, voilà, il y a des, en musique, on a des rituels pour les bébés, pour les enfants, pour les aider à appréhender ce qui va arriver juste après. Il y a la chanson pour manger, la chanson pour s'endormir, la chanson à l'école maternelle pour ranger les affaires. Et ça, je savais à peu près qu'il y avait eu un lien qui avait été établi scientifiquement avec le cerveau. Ça développe les connexions neurologiques dans le cerveau. Et je me demandais si c'était la même chose pour le conte. Donc j'ai fait mes petites recherches et en effet, l'IRM prouve que alors il y a des enfants qui ont été testés et on a fait un IRM sur eux pendant qu'on leur lit des histoires et on voit que les zones qui s'activent sont celles du langage et aussi de la création d'images. Voilà. Et c'est ce que tu disais, c'est juste un petit truc de plus et j'ai cru voir passer aussi quelques articles qui disaient le contraire, que
plus les enfants sont exposés aux écrans, justement, moins ces zones fonctionnent. S'active, ouais. Et on parlait ce matin de la diminution de l'intelligence. C'est scientifiquement prouvé également. Voilà. Enfin, bon. Bref, c'était la petite parenthèse scientifique. Et ben, pour parler peut-être un petit peu de mon expérience, pourquoi j'en suis venue au conte. En m'écoutant, je réfléchis aussi. Moi, petite, j'ai pas entendu trop de contes. Mon papa ne me parlait pas créole. Bon, j'ai quand même fait mon chemin. Moi, j'ai joué de la musique. J'ai appris l'accordéon. Et j'ai appris l'accordéon à Besançon. L'accordéon musette, classique, et c'est seulement après, jeune adulte, que j'ai rencontré des musiciens qui jouaient de la percussion. J'ai commencé à jouer de la musique antillaise et donc me reconnecter. Parce que petite, je pense que j'étais un peu déconnectée de mes racines antillaises, j'étais bien dans ma Franche-Comté, et j'ai eu cette envie de me reconnecter. Donc, par la musique, par la danse, par la culture antillaise. Et petit à petit, chemin faisant, j'ai fini par rencontrer des accordéonistes guadeloupéens. Et la petite anecdote, ma première rencontre avec un accordéoniste s'est faite tout à fait par hasard. On a entendu de la musique, on se baladait avec mon père en Guadeloupe, on a entendu de la musique et on est rentré dans la petite salle, il y avait un orchestre. Et il y avait un accordéon par terre. Et je me suis dit, bon, est-ce que je peux le prendre? Je me suis intégrée au groupe. Et quand ils ont fini leur morceau, j'ai commencé à jouer quelque chose. Et l'accordéoniste me regarde et me dit, mais c'est moi qui ai enregistré ça. Et donc, j'ai mis du temps à comprendre. Et il se trouve en fait qu'on m'avait donné son CD, j'avais choisi un morceau, c'était mon morceau préféré, je l'ai joué, et des années plus tard, je le rencontre, et c'était le jour de son anniversaire, il avait l'âge de mon papa, donc c'est ce fameux négoce, et en fait, depuis ce jour-là, on avait l'impression de se connaître depuis longtemps, donc là, il y avait vraiment une belle connexion par la musique, et après, on s'est côtoyés pendant 3 ans. Je suis venue en Guadeloupe 2 mois, il m'a fait faire les veillées, les festivals, les entraînements de quadrille. Et moi, je l'ai fait venir à un festival à Strasbourg et au bout de 3 ans, malheureusement, il est décédé. Et je me suis fait happer par ce besoin de transmission parce que ces musiciens sont vieillissants. Et au point que j'ai quitté mon boulot précédent dans la recherche, j'ai sauté dans le monde artistique et j'ai voulu aller encore plus loin peut-être dans la reconnexion avec ma culture et aussi dans l'envie de transmettre en utilisant la parole. Déjà par l'envie de parler créole, de mieux le comprendre parce que je pense que c'est par la langue justement qu'on se reconnecte encore plus. Et qu'on comprend mieux les choses par les petites formules, les expressions, tout ça, ça permet vraiment de comprendre les chemins de pensée, parce qu'on n'a pas la même façon de penser ici et dans l'Hexagone. Donc, moi étant des deux côtés, ça me donne des clés pour encore mieux comprendre ma part guadeloupéenne. Et bon, voilà, avec donc j'ai 2 enfants, j'ai eu envie de trouver une façon de transmettre l'histoire de l'esclavage. Et donc j'ai créé un petit conte musical où j'essaye de parler créole dans ce conte, où j'essaye de trouver un moyen de raconter l'histoire de l'esclavage avec un petit maracas personnage qui va à la rencontre des musiques traditionnelles de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, du Burkina Faso. Et donc voilà. Un voyage. Voilà, je trouve que la langue permet de se connecter et encore plus le conte. Et donc voilà, je rentre
petit à petit dans le monde du conte et je continue cette quête. Voilà. Merci. Merci Élise Cali pour ce voyage. Nous continuons notre voyage pour savoir comment ça se passe d'un côté, comment ça se passe de l'autre. Voulez-vous entrer dans une petite botte? C'est magique, hein? Si vous dites oui. Oui. Voilà, oui. Nous allons donc à la fois en Italie, à la fois au Congo, à la fois en France. On est partout à la fois avec toi. C'est génial. C'est bon. Vous avez fait le voyage, on le fait ensemble. Donc moi je m'appelle Giulia Alimasi parce que mes parents, ma maman italienne et mon père congolais, Congo-Kinshasa, se sont dit, alors je sais pas, j'ai jamais su exactement comment c'est arrivé, ce prénom qu'en Italie n'existe pas et que pour une petite fille qui veut absolument son petit bol avec son nom, c'est un déchirement parce qu'il n'y a jamais. Et parce qu'en italien, ce serait plutôt Giulia. Et donc, j'arrive en France, je deviens Julia. Je vais aller en Espagne, je deviens Julia. Et ça va être Giulia, si c'est un. Donc, je me suis dit, soit je vais en Russie, soit je vais en Allemagne, je ne sais pas, ou Giulia, c'est normal. Mais c'est du latin. Et c'est drôle parce que je pense, c'est que je voulais dire, justement, d'arriver après, ils ont déjà tout dit tellement bien qu'est-ce qu'on peut dire. Je me dis que ce qui m'intéresse moi dans les contes, c'est cette idée de s'inscrire dans une tradition. Donc Giulia, c'est du latin, une langue morte. Moi, c'est quelque chose que j'adore, c'est les langues vivantes. et de retrouver dans les langues tout ce qui est vivant en nous, sans forcément comprendre. Mais si comincio a parlare in italiano e después me vuelvo en espagnol, che passa? Et si après je dis ah non mais on m'a dit le Portugal, pourquoi pas? Je peux dire une chanson, j'ai dit oh minha mãe, que não tem mãe não tem nada. Parce que qui n'a pas de mère n'a plus rien. C'est une chanson magnifique. Et à chaque langue, je trouve que cette sonorité, ça nous ouvre des portes. Et c'est ce que je vais préparer, voilà. Dans les devoirs, dire ok, il faut faire. Hein? Moi, j'aimerais bien dire que le conte, ce qui était déjà dit, ouvre des portes. Et comme tout spectacle vivant, oblige à être là. Et je trouve que c'est vraiment ce qui est important. Tu parlais tu comptes pas pour des âges, mais pour des personnes, pour des âmes. Je partage ça. Et ce qui est spécifique de la toute petite enfance, qui nous oblige à être là. La notion du temps n'est pas encore assez développée pour dire avant, après, hein, on n'est que là. Et un bébé qui te regarde, il te regarde avec tout son corps et t'oblige à être là. Et moi, je trouve ce qu'on partage entre le conteur, conteuse, l'art du spectacle et la maman, le papa qui prend ce temps-là, c'est d'être là. On ne peut pas penser ce qu'on a bien fait, la vaisselle, parce que est-ce qu'on a étendu les langues jusqu'à demain? On ne peut pas, on ne peut plus raconter, on ne peut plus partager ce moment. Et c'est ça qui est intéressant. Donc l'acte de présence d'un côté et l'acte de liberté de l'autre. Je faisais un petit parallèle parce que j'ai la chance d'avoir un chéri qui est dans le monde du jeu. Et dans le monde du jeu, des ludothèques, il y a en ce moment en tout cas une grande... pour lui, détresse, c'est de voir les jeux accaparés, et pour moi c'est la même chose du conte, on en parlait, par les jeux éducatifs. C'est comme parler du conte éducatif. Il n'y a pas besoin de rajouter ni dans le jeu ni dans le conte, c'est déjà. C'est un acte de partage, un acte de présence, et ça nourrit, et ça se dépose, et ça développe naturellement. On n'a pas besoin de faire plus comme un bon jeu de goyave, c'est nourrissant, on n'a pas besoin de mettre des vitamines supplémentaires dedans, c'est déjà bon comme ça. Et peut-être que le conte, comme les jeux, je crois que c'est ça qu'on peut défendre, cet acte. Merci. Merci beaucoup. Alors, juste une petite anecdote. Moi, je le dis souvent, je dis par rapport au fait d'être là, je dis si vous prenez des mots, quelquefois on ne les comprend pas, mais si vous les coupez en plusieurs morceaux, vous pouvez prendre le sens. Par exemple, si vous dites maintenant, vous le coupez en deux, c'est maintenant. Je tiens le temps dans ma main.
Et ça, je trouve que c'est une image qui est forte par rapport au fait que tu dis, il faut être là quand on écoute. Moi, j'ai même plus loin, même si on ne comprend pas, comme on l'a dit sur le compte, parfois on ne comprend pas tout, il y a quelque chose qui se dépose à nous. Et c'est suffisant. Je crois qu'on peut faire confiance. Voilà. Merci pour l'intervention. On va en profiter pour parler et nous revivre. On va demander à Nicolas Pierrel, qui est musicien, comment dire, il est initié par un griot musicien qui joue de la kora, qui sera bientôt en Martinique pour sa petite tournée annuelle. Ils jouent ensemble avec Ali Boulou Santo Sissoko, qui est son maître de kora. Il a vécu la semaine dernière une expérience particulière avec des enfants, et c'est la première fois qu'il le faisait parce qu'il est aussi enseignant au lycée agricole du Robert, paysagiste, non? Ouais, je forme des jardiniers paysagistes. Voilà, et Nicolas a rencontré des enfants dans la nature, a fait de la musique, a raconté, et il a été bouleversé par cette action. Tu en es tout en es sorti vivant. Ouais. Je pose quand même la question, parce qu'on ne sait jamais. Non, donc c'est un petit retour sur expérience, parce que donc je remercie Yaïssa et je remercie Valère qui m'apprend à compter, et Yaïssa qui m'a proposé cette action une semaine avant, de raconter l'environnement à des enfants. Et j'avoue que je me suis mis une réelle pression. Et alors j'ai vu les amis, là, les conteurs là, qui préparaient le festival Graines de Parole, puis tout le monde m'a donné des petites idées, et j'ai bien préparé ça, et je suis arrivé et j'ai été complètement bluffé. Alors, comment commencer? Déjà, ça m'a renvoyé ma propre enfance. Alors, parce que moi, je suis un peu obnubilé par les plantes, complètement même. Et du coup, en fait, en ayant fait ça, je me rappelle qu'en fait, c'est avoir fait germer une graine qui m'avait complètement retourné la tête, et j'étais resté dans ça. Et donc ça, c'est une chose. Et je me rappelle, le spectacle dont je me souviens quand j'étais en maternelle, c'est Le Magicien. Et les conteurs m'avaient dit, ah oui, quand tu veux, parce que c'était du 2-5 ans quand même. Enfin, alors que moi, je fais des conférences, je suis historien aussi, je fais des conférences, l'histoire des plantes, machin. Et là, on me dit, oui, il faut beaucoup d'images et tout. Je me dis, en une semaine, je dessine, mais je me suis mis une petite pression. Puis je me suis dit, ouais, mais les plus beaux dessins, tout est dans la nature. Donc je suis allé récolter, j'ai vraiment passé du temps, j'ai récolté plein de trucs, je suis arrivé avec 3 kilos, et ma kora, et en fait j'ai raconté la nature, et puis je me suis des fois laissé aller à utiliser des termes un peu scientifiques, on m'avait donné une bonne idée de faire germer, alors avec les enfants on a germé tout ça, et en fait ils ont tout absorbé. Alors je sais pas s'ils ont tout compris, mais j'étais bluffé, et puis à chaque fois je me disais, mais je peux peut-être aller plus loin, et puis ils étaient comme ça. Alors et effectivement, alors moi j'avais pas mon chapeau de magicien, mais, ou mes mots étrangers, mais j'avais mes paniers caraïbes, et puis hop, je sortais le fruit d'un baobab, ils étaient comme ça, et je le cassais et tout, je leur montrais les trucs, et du coup ça a super bien marché. Et jusqu'à la fin, parce qu'au début on avait d'une demi-heure, et le deuxième groupe j'ai fait 1 heure, un peu plus, et je terminais par un conte. Moi j'avais pas de conte pour enfants. Alors j'ai fait un conte, l'arbre aux fruits et aux légumes, quoi, version un peu plus... Puis mince, ça durait longtemps et tout, à la fin je me dis, ouais, je vais les perdre et tout. Non, et c'est comme ça et tout. Et puis les instits, elles m'ont dit, ouais, quand même, ils étaient captivés et tout. Bon, j'avais la kora, tout ça. Bon, bref, ça m'a fait vraiment, ça m'a bouleversé. Et en plus, je me suis dit, parce que jusque-là, moi, ma mission de vie, c'est de planter un maximum d'arbres. Je suis un peu d'accord avec. On est un peu en fin de civilisation, j'ai l'impression. Enfin, autant au niveau climatique, environnemental, mais aussi humain. Voilà, beaucoup de gens regardent à la télé, un peuple. Arriver à la famine, et puis on passe, on zappe sur Mbappé, je sais pas quoi, ça donne un peu le tournis. Donc moi ce qui me plaît aussi dans le conte, c'est le côté humain, véritable, les yeux dans les yeux, tout ça. Et puis là j'ai découvert qu'en fait, sur les 40 enfants, il y en a 35 qui vont vouloir planter un arbre, ils m'ont piqué tout. Toutes les graines, tous mes trucs, ils voulaient tout, c'était donc, et puis j'en veux, tu vois, je donnais, ils voulaient des graines, ils voulaient planter, tout ça, et je suis rentré chez moi, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, c'est là que ça se passe. C'est pas ça se passe aussi avec les adultes, leur raconter l'histoire du café et tout, ou les ados, où je me bats tous les jours pour planter les trucs, mais les enfants, on plante une graine, en fait, dans le cerveau de l'enfant, avec l'imaginaire, et là, on a gagné, quoi. Donc, voilà. Merci. Belle expérience. J'avais prévu de vous donner la possibilité, je ne sais pas si Marie-Jo Giboyot avait
prévu un petit mot, ni Apolline n'avait prévu un petit mot. Dites-moi. J'avais une question et aussi au vote. Alors, pose ta question. Que dit faire le mot enjeu dans les enjeux du conte? Parce que quand j'utilise le mot enjeu, c'est presque un risque. Presque quelque chose qu'on risque de perdre en jouant, par exemple. Et je voulais savoir pourquoi le mot enjeu est dans cette thématique. Alors, les enjeux du conte, parce que je l'ai entendu de quelques personnes, c'est une petite lumière clignotante qu'on veut allumer, c'est une petite alarme qu'on veut mettre pour aller peut-être plus loin sans faire de la politique. Aujourd'hui en Martinique, l'association Martinique Images est probablement la seule structure à développer un projet autour du conte, et il existe plein de choses pour la musique, des lieux, des studios, des ceci, des cela. Pour la danse, il y a un programme. Pour le théâtre, il y a des programmes. Pour le conte, qui est, selon moi, fondamental pour la structuration de l'enfant, de l'adulte, l'entretien, la relation, sans décor, sans autre artifice, de l'humain à l'humain, nous n'avons toujours pas une maison du conte en Martinique. Nous n'avons toujours pas un lieu identifié, identifiable, pour dire à nos enfants, tu veux en savoir quelque chose sur le conte? Va là. Ça n'existe pas. Et j'ai l'impression que si nous sommes des privés, une association c'est privé, donc officiellement, on ne fait pas exister le conte en Martinique. Donc pour moi, c'est un enjeu. Pour moi, c'est une forme d'alerte, mettre un accent sur quelque chose qui est fondamental, nécessaire, mais qui aujourd'hui, politiquement, n'existe pas. On n'a pas pris part. Par ailleurs, lorsqu'on a eu une rencontre avec le ministre en visio à la fin du Covid ou pendant, il a commencé son discours en disant « Je vais vous raconter quelque chose ». Tout le monde raconte, tout le monde compte, mais quand on va dans les listings, par exemple, officiels de, je pense, de l'administration culturelle de la France, donc le ministère de la Culture, quand on clique sur les différents déroulés, quand il y a théâtre, cirque, nanana, il n'y a pas compte. Ça n'existe pas. Et des fois, je fais exprès, quand je remplis mes dossiers, je mets autre et je mets rien à côté de autre. Évidemment, ils me contactent. Je dis, mais vous avez mis cirque, vous avez mis théâtre de rue, vous avez mis musique. Pourquoi il n'y a pas compte? Et tout le monde raconte quelque chose. Même les musiciens racontent quelque chose. Tous les films, tous les bons films que nous avons appréciés, que nous avons vus, sont basés sur des contes, etc., etc. Mais le conte est hors dossier officiel. Bref, je fais ma petite boucle. Les enjeux, c'est pour tirer une petite sonnette d'alarme, pour allumer une petite lumière, pour dire que nous sommes en train de nous perdre dans certaines choses, qui fait que, par exemple, dans un des pays d'Afrique de l'Ouest que je connais, celui qui révise le discours du président, c'est un conteur. Donc, l'utilisation du conte pour la mainmise sur le peuple, sur etc., etc., ça existe déjà. Parmi les grands politiciens français, le premier à utiliser l'outil communication un peu plus, ça a été François Mitterrand. Eh bien, il a eu un apprentissage par le conte aussi, etc., etc. Et pourtant, le conte n'est pas officiellement connu, déclaré, etc., etc., etc. Sans faire de politique. C'était une toute petite parenthèse. Donc, les enjeux du conte, c'est une façon de parler du conte, de mettre une alarme, de mettre une lumière sur un sujet qui est fondamental, qui est utile à la société, mais qui, des fois, se fait un peu oublier. Je trouve que dans les enjeux, il y a aussi autre chose qui est... Il y a aussi autre chose qui est ce que les unes et les autres ont dit, c'est-à-dire que l'enjeu du conte, c'est aussi l'enjeu d'être au présent, d'être en relation et de faire fonctionner son imaginaire. Et ces trois choses-là, nos enfants en manquent. Ils sont vraiment assoiffés de ça. Et si on ne les nourrit pas avec du temps
avec de l'attention et avec une ouverture imaginaire, ils vont se dessécher. Pour moi, l'enjeu, il est là. Je trouve qu'on fait courir aux enfants et à nous-mêmes, hein, par cette accélération sans cesse, plus haut, plus vite, plus fort. Plus vite, plus fort, plus compétitif, plus tout ça, et aussi l'idée que chaque chose doit servir, que ça doit être utile. Non. Qu'on nous lâche comment on dit, la grappe. Voilà. Alors, Marie-Georges, ton propos, et moi je voulais inviter Yaïssa Arnaud, la responsable culture de la ville du Saint-Esprit, qui fait également partie du réseau jeune public qui est en train de s'installer, de naître, de pouvoir nous partager quelques mots. Marie-Georges, et puis après, je fais place à Yaïssa. Alors, il y a longtemps, j'étais orthophoniste. Rééducation de la voix, de la parole et du langage. Et je me suis retrouvée, j'ai fait des études classiques en France, je me suis retrouvée dans une équipe où on a commencé à travailler le conte. Et pendant plusieurs années, j'ai travaillé, le conte a été l'outil thérapeutique majeur de mon équipe. Et quand j'entendais tout le monde parler, ce qu'ils étaient en train de dire, c'est que le conte travaille toutes les parties du développement. Il est, pas seulement toutes les parties du développement, mais il est universel dans tous les domaines. Universel parce qu'il comprend toutes les civilisations, tous les humains, toutes les situations. Et dans l'institution où je travaillais, nous avions différents techniciens du développement des enfants. Je travaillais dans un CMP enfants, centre médico-psychologique enfants. Il y avait donc des psychologues cliniciens et psychologues neuropsychologues, c'est-à-dire le développement clinicien, le développement des sentiments, le développement relationnel, le développement psychologique en général, et le développement neurologique aussi. Il y avait des psychomotriciens, développement corporel et moteur, et psychologique, orthophonistes, développement du langage, il y avait des infirmiers psychiatriques aussi, et dans l'équipe de conte, tous ces gens. Alors, quand on avait un enfant en consultation, s'il y avait un trouble d'articulation, il a une éducation orthophonique. Il y a un trouble du développement moteur uniquement psychomotricien. Mais quand les enfants avaient beaucoup de troubles associés, ils allaient en atelier conte. Et chacun des techniciens pouvait faire une observation clinique dans son domaine. Et on voyait chaque enfant se développer, avoir une évolution favorable au niveau, le psychologue clinicien voyait son évolution justement parce que l'enfant avait écouté les contes, l'ergothérapeute voyait l'évolution de l'enfant, le psychologue, l'orthophoniste, etc. Et dans tous les domaines, on voyait les enfants évoluer simplement avec l'apport du conte. Et ça se matérialisait après, quand on racontait une histoire, on demandait aux enfants de faire un dessin, de dessiner ce qu'ils avaient aimé dans l'histoire. Et vraiment, au fur et à mesure, alors on raconte la même histoire pendant plusieurs séances, et au fur et à mesure d'une histoire, on voit le dessin des enfants évoluer. Pour donner un exemple vraiment concret, terre à terre, si on raconte l'histoire des 3 petits cochons, l'enfant, au début, il dessine une maison vraiment complètement délabrée, bancale et tout, et au fur et à mesure, on voit une maison bien solide, et pendant ce temps-là, on écoute les parents, on écoute l'instituteur, et
on se rend compte que l'enfant est dans une construction vraiment de tous les domaines de sa vie. Voilà. Et c'est ce que je voulais dire un petit peu. C'est important de le souligner, de le rappeler. En tout cas, merci beaucoup. Et nous en profitons pour laisser un espace ouvert à Yaïssa Arnaud, qui va compléter la présentation. Elle est responsable de la culture à Saint-Esprit et à la fois la directrice de la médiathèque Alfred Melon-Desgras. Et c'est également une personne qui nous donne la possibilité de porter le conte à Saint-Esprit depuis plusieurs années, depuis l'ouverture de la médiathèque, et d'aller aussi dans la crèche municipale, puisque c'est depuis la crèche que nous intervenons et que nous accompagnons ces enfants qui continuent à venir à l'heure du conte quasiment tous les mois. Voilà. Juste quelques mots pour vous dire qu'effectivement, parmi ces choses intéressantes que j'ai entendu parler de l'intérêt de la culture pour développer des adultes épanouis. De mon côté et de mon lieu, et notamment par le biais de mon engagement au sein du réseau Jeunes Publics en Constitution, je vois surtout l'intérêt de ces arts et de la culture pour développer des citoyens engagés. Ça, c'est un élément qui pour moi est assez important et je crois, comme ça a été dit ce soir, que c'est l'imagination qui va nous sauver et qu'on a un devoir, j'essaie de tout concentrer, on a un devoir impérieux de lutter contre la malnutrition culturelle et que c'est seulement à travers un engagement de chaque instant, des petits brins de folie qui nous prennent comme ça à une semaine près, qu'on pourra réussir à donner vie, donner forme aux arts, à la culture, donner accès aux arts et à la culture, parce que c'est définitivement le dernier rempart de l'humanité. Je devais préparer cette intervention, j'ai assez peu de temps, parce qu'il se trouve que je fais 1000 choses dans une journée, et je me suis rappelé d'une parole très sage de ma fille qui m'a dit « Mais plus personne ne fait ce que tu fais là, allez regarder dans les livres. » Demande à ChatGPT. Et il se trouve que je lui ai demandé à ChatGPT. Je lui ai demandé ce qu'il avait à dire sur ces questions et il se trouve qu'il a plein de choses très sensées finalement à dire. Si je devais intervenir avec ces personnes très sérieuses dont on parlait tout à l'heure, le texte qu'il m'a donné dans les 3 secondes qui ont suivi ma question aurait largement suffi. Là, avec vous, artistes, artisans quotidiens de la parole, je me rends compte qu'il y a une chose qu'il n'aurait pas pu me donner, c'est ce supplément en fait d'humanité, d'âme. Et cette chose qui fait que je n'ai pas eu le temps de m'ennuyer. J'ai quand même regardé mon portable, mais ça c'est l'addiction, on ne peut pas s'en empêcher. Mais je crois, ou je pense ressortir grandi, nourri de ce moment. Donc plus que jamais, je suis contente d'être à vos côtés, vous tous artistes, qui tous ou presque avaient déjà eu l'occasion d'intervenir à la médiathèque du Saint-Esprit. Et je profite de ces quelques minutes pour vous dire à quel point on compte sur votre appui, votre soutien et votre participation active à la constitution du réseau Jeunes Publics, puisque ce réseau va répondre, et là je reprends les paroles d'Apolline, à cette question des enjeux sur la création de contes, bien sûr, mais la création Jeunes Publics en général. Il y a encore quelques années, il n'y avait rien, presque. Les pouvoirs publics peinent encore à se rendre compte et à se structurer autour de cette question du jeune public. Et pourtant, il y a là, véritablement, un enjeu qui doit faire l'objet de notre attention la plus complète et la plus énergique. Merci à vous. Il y a une chose qui m'a perturbé, c'est que je suis samaritain. Je vais à Sainte-Marie. Sainte-Marie était, pour plaisanter, je disais que Sainte-Marie était le berceau de la culture de la Martinique. Je le dis même plus pour plaisanter, parce que Sainte-Marie c'est un petit peu vidé. Mais bon, c'est en train de se reconstruire. Je suis allé dans une école, et puis j'ai dit aux enfants, Tim Tim. Il y en a qui m'ont répondu, Tam Tam. Je me suis dit, waouh, à Sainte-Marie. Dans ma commune, la commune culturelle, par excellence de la Martinique, enfin à l'époque, et du conte, et puis ils ne savent même pas qu'à Tim Tim on répond bois sec, ça m'a fendu le cœur. Je me suis dit, bon, et c'est de là qu'est né le projet Graines de Parole, qui était d'abord un projet auprès des enfants de la maternelle, faire intervenir des conteurs pour accompagner des classes
etc., etc. À tel point que la première année où on a développé Graines de Parole dans une des écoles, quand j'arrivais du côté de la salle en hauteur, je pouvais reconnaître les élèves qui étaient avec moi au bout de quelques mois, parce qu'ils ne jouaient plus comme les autres de la même façon. Il y avait même dans la conduite des enfants quelque chose qui évoluait. On faisait débat en maternelle avec les enfants. On pouvait parler du conte, des points de vue, et on s'écoutait parler. Ça a été exceptionnel. Évidemment, le Canopé a coupé le budget en deux, et l'année d'après, ils m'ont dit, vous voulez continuer? Et puis ils ont encore coupé. J'ai dit, bon non, j'arrête ça. Et après, je me suis dit, mais non, on va quand même faire quelque chose. Et j'ai eu envie de créer en 2020 le festival Graines de Parole, parce que c'était selon moi, une nécessité d'accompagner, d'apporter à nos enfants cette aide pour les aider à se construire. Et puis, passer par le festival La Parole d'ici et La Parole d'ailleurs, c'était une façon de les ancrer dans leur culture et de leur faire savoir qu'il existe d'autres façons de se développer. Il existe des branches qui peuvent toucher le monde ailleurs. Et voilà un petit peu la genèse de Graines de Parole. Et c'est aussi pour ça que je veux garder le 20 mars, la journée mondiale du conte, garder Graines de Parole autour du 20 mars pour qu'à chaque fois qu'il y ait les enjeux du conte, avec une thématique qui va probablement varier, dans ce cadre-là, dans cette période-là. Voilà, en gros, pour dire, oui. Néanmoins, justement, le petit mot que je voulais dire, j'en ai deux à dire. Hein. Celui-là, c'est que, effectivement, on est de Graines de Parole. On a beaucoup parlé du conte pour les enfants, le jeune public, mais je persiste à dire que le conte est très important pour les adultes aussi. Beaucoup d'adultes disent, oh, c'est pour les enfants, mais non. Et les yeux qui s'allument, je les ai vus aussi comme je suis allée compter plusieurs fois dans les EHPAD. Voilà. Alors, c'est la première chose que je voulais dire. Et la deuxième chose, comme en ouverture, c'est une suggestion, en ouverture, tu as parlé des contes à rime et que Apolline est là, est-ce qu'on pourrait clôturer par un conte à rime d'Apolline? Ou pas demander? Je ne lui ai pas demandé, non. Pierrette, Titinette. Mesdames, Messieurs, bel bonsoir. Venez. Merci d'avoir participé à cet espace des enjeux du conte. L'importance du spectacle pour les enfants et l'importance du conte, de conter et raconter pour les enfants. Malheureusement, le temps est un petit peu court, puisqu'on a voulu partager. On n'a pas eu le temps de vous donner la parole véritablement. Mais si vous venez régulièrement à ce que nous faisons, ou encore sur le parvis, pas de l'église, mais de la bibliothèque, on pourra continuer notre discussion à l'extérieur pour laisser les employés rentrer chez eux. Mais on pourra peut-être continuer dehors. Mais en attendant, je vous dis merci. Bel bonsoir. Il y avait Yaïssa Arnaud, Julia Halimasi, j'ai bien dit? Super. Ouais. Lucille Pajot, Stéphanie Benoît, Claude Delsol, Daniel Sibrellus, qui n'a pas eu le temps de présenter son propos. Tu as entendu. Nicolas Pirel, Anne-Gaëlle Goduchot, Marie-Georges Giboyot, Élise Cali, Apolline Stewart. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Valère Aiguille et Ange Gras, avec la collaboration de la collectivité territoriale, ici par le biais de la bibliothèque Schellcher, à l'association Martinique Image. Je vous dis merci de votre présence et nous terminons par quelques mots sur Pierrette. Juste avant, je voulais vous dire que nous avons une invitée de marque en la présence de Léna Blou, une danseuse de Broca qui a fait qui a vraiment fait un grand travail autour du Broca. Elle a daigné venir voir ce qui se passe ici ce soir. Bienvenue, merci. Banoï. Oui. Banoï. Dans la suite de l'histoire, quand plus la journée soit avancée, plus la sur un texte. Les petits qui jouent Rosalie en belle petite fille, tellement gentille. Il garde qui prend rire. Rosalie garde et fille dit Tigui dit Rosalie. Il dit
dit c'est qui non? Il dit devant nous, moi c'est Rosalie, papa moi c'est Alexis, et puis maman moi c'est Elodie. Ah, Tigui, chaque fois il t'est kawet. Yekri! Voilà, puis depuis mes cris! Cris! Maman est là, chaque fois Tigui t'est kawet Rosalie, toute tête li ka toute t'est ka tourner pour cheval bois, la fête Sainte-Marie et quand c'est Germanie. Yekri! Mais c'est faut que vous autres ouais ça. Tout le monde t'aime Tigui. Tout le monde t'a regardé Tigui et puis l'envie et puis l'appétit, mesdames et messieurs. Tous les bons matins, Tigui t'es calé la rue, cet esprit pour te porter anti-Zacharie, bah Rosalie. Tous les bons matins, t'es qu'à chanter en bas fenêtre. Elle dort, ma chérie. Elle dort, faut pas la réveiller. Elle dort, ma chérie. Elle dort, mesdames et messieurs. Là, il commence à chanter en bas fenêtre. La fenêtre là ouverte, si vous n'y ouais. Papa, Rosalie, qui sont au café ici, sorti devant la porte, mais sacré qui saloperie. Ici, c'est caille, et moi parler de si saloperie vient ici, si vous avez chapé, pété le couille, tomber dans le pied l'épini. Mesdames et messieurs, tout le monde t'aime, ouais, Tigui. J'ai commencé Fifi en vieux femme, qu'avant Gigi, pas pour la BNCI, qui t'a regardé Tigui et puis en vie et puis l'appétit. Monsieur Henri dit comme ça que c'était Tigui qui et nettoyer l'esprit et Titi qui lui-même toute la journée il était carré parce qu'il partait ça pour chi. Mesdames et messieurs, Moselle Magui, une jeune femme sans mari qui a exercé son service, dit comme ça c'est Tigui qui a fini la vie. Mesdames et messieurs, c'est comme ça qu'il fait puis manger puis la Saint-Esprit, tout ça pour monsieur Tigui. Mais seul monde qui t'a tourné l'esprit Tigui, c'était Rosalie. Milika monté à Kaelodi a demandé l'homme Rosalie. Mais c'est l'homme. Papa il recevait les filles du congrès la fille. Puis dit, mesdames et messieurs, je suis déjà filmé. Ne me filmez pas, merci. Mesdames et messieurs, faut que vous tirez ça. Tigui commence à tourner. Manger et on le dit comme ça. Sacré ici à sacré Tigui sans famille. C'est pas parce que vous venez ici à Mokaï dit oui. Depuis les tout petits m'ont consacré Elodie et Rosalie à la Sainte Vierge Marie. C'est pas parce qu'il grandit comme Mokaï dit ça m'a dit. Quand il descend, mesdames et messieurs, pété couille. Pour continuer des jours, il montait Saint-Esprit que Elodie pète Madame Védi. Yécri. Mesdames et messieurs, Tigui allait voir Rosalie. Il tournait à l'entour Rosalie. Il dit, sauve mon yon bagay franchement, chérie, c'est un petit nid. Et après, il y a un petit mari. Yécri. Et le dit pas dit non. On le dit presque dit oui. 2 ou 3 jours après, il est marié, pas pour la mairie, c'est marié. Yécri. Mesdames et messieurs, pour continuer dès samedi, c'est fini marié. Tigui par Rosalie envolé coup de pipi bœuf et puis dit on dit dans les nids parce que comme c'est à la Kaili. Mais lui même qu'arrivé combien de temps après 2 minuit. Et même si Rosalie pas dit oui, il n'y doit plus. Toute la journée, toute la nuit c'est tac. Mais c'est Rosalie ma fille. Ou t'es pour écouter maman qui t'est dit comme ça, c'est pas bel esprit, ça belle fille pas avec pour l'esprit. Mesdames et messieurs, je dis à Tigui 41 chepi. Il dit il carache Rosalie petit. C'est ça il finit dit à pas Bocanici Henri. Mesdames et messieurs, ma fille Rosalie, chapé, prends pas Paris, prends pas Sina Marie, prends pas mon passage qui côté, mais chapé parce que Tigui dit jodi a et qu'a fini et puis mesdames et messieurs, tout ça pour moi dis autres. Ou peut ban moun la vie ou mais personne pas pour point. Yéki. Mariette son jeune fille tata va être je dis assez vous faites Mariette qui a sauvé passer net qui a sauvé gotet Mariette qui a passé belle en chambre fillette Marinette qui a passé en chambre garçonnette c'est fini il vient dans tinet Yéki. Mon Bernadette vini Yéki. Toujours dans la mais c'est plus fait. Merci.